Bonjour, nous partons aujourd'hui à la découverte d'une des cités grecques les plus puissantes de l'Antiquité. Il s'agit de la cité des Athéniens. Comme toujours, nous commençons par localiser la cité des Athéniens. Les Athéniens occupaient une petite région de Grèce qui s'appelle l'Attique. L'Attique que vous voyez sur la carte et qui est représentée à plus grande échelle sur la carte de gauche. Vous savez bien maintenant à quoi ressemble une cité-État chez les Grecs. Il s'agit d'un petit État indépendant, composé d'une ville, représentée par un gros point rouge, petit État indépendant, composé d'une ville et de la campagne qui l'entoure. La ville est reliée à un port, qui porte toujours le même nom aujourd'hui. Le port des Athéniens s'appelle le Pirée. Changeons encore d'échelle, voici une carte de la ville proprement dite, qui est encore à plus grande échelle que la précédente. La carte nous montre quelques points caractéristiques de la ville de l'Antiquité. Vous voyez que la ville était entourée de murailles, de remparts, afin de protéger les habitants face à une invasion étrangère. Les Grecs ont toujours fait de la colline la plus élevée d'une ville la colline sacrée, dédiée à la divinité protectrice. Dans une cité grecque, la colline sacrée s'appelle l'Acropole. Les Athéniens sont placés sous la protection de la déesse Athéna. Plusieurs temples dédiés à la divinité sont construits sur l'Acropole. Observez bien le grand triangle violet, c'est tout simplement le plus majestueux de tous les temples grecs de l'Antiquité. Retenez bien son nom. Il s'agit d'un temple qui s'appelle le Parthénon. Pourquoi Parthénon? Parce que Parthénos en grec, ça signifie la jeune fille. Il est donc dédié à Athéna Parthénos, Athéna la jeune fille. Nous allons découvrir dans un instant à quoi ressemble ce temple. Vous repérez également sur la carte de la ville d'autres temples, temples dédiés à Zeus, à Dionysos, à Héphaïstos. Vous repérez un quartier qu'on appelle le quartier du céramique, quartier où l'on fabriquait les poteries, où se trouvaient les artisans potiers. Et enfin, vous voyez un autre lieu important qui s'appelle l'agora. L'agora, c'est un mot qui est encore utilisé dans le langage courant et qui signifie tout simplement la grande place publique où se réunissaient tous les Athéniens pour discuter, rencontrer ses amis, faire ses achats chez les marchands. On récapitule les repères à connaître. La région de la cité des Athéniens s'appelle l'Attique, leur port le Pirée, la grande place publique l'Agora, et la colline sacrée s'appelle l'Acropole, c'est là que se trouvent les temples dédiés à la déesse Athéna. À quoi ressemblait l'Acropole dans la cité des Athéniens? C'est ce que vous découvrez tout de suite avec les images extraordinaires de l'émission de France 3 des racines et des ailes. Alors on va partir dans un instant en reportage sur Athènes, sur l'Acropole. Athènes, ça vient du nom de la déesse Athéna. Athéna, oui. Hein, Athéna, c'est la concurrente de Poséidon, le dieu Poséidon. On a son temple ici, au Cap Tunion. Cet affrontement, comment s'est-il passé? Alors c'est l'un des affrontements les plus importants de la mythologie grecque parce qu'il nous concerne, nous les hommes. C'est très simple, Poséidon est le frère de Zeus. Athéna est la fille de Zeus. Et il y a dans l'Olympe, sur l'Olympe, non pas une hiérarchie, mais chaque dieu a sa prérogative. Poséidon a été un petit peu agacé de se voir confisquer le trône par son frère. Zeus, pas vraiment confisqué, mais il y a eu un partage et Poséidon a reçu donc les océans. Il essaye de s'implanter un peu partout, régulièrement. Et puis un beau jour, Zeus décide que les dieux devront prendre cité sur Terre, c'est-à-dire que les hommes devront adorer tel dieu et les dieux devront s'y fixer. Évidemment, Poséidon se jette sur cette ville qui se trouve derrière ces collines, qui est une grande cité qui existe déjà, qui est dirigée à l'époque par une créature hybride qui est mi-homme, mi-serpent, qui s'appelle Cécrops, qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui un peu partout à Athènes, si on se balade dans Plaka notamment. Et Athéna, qui est la fille de Zeus, Athéna c'est la déesse de la raison, de la métisse, comme on dit en grec, c'est-à-dire de la ruse. Athéna, elle aussi, jette son dévolu sur cette ville. Que va-t-il se passer? Zeus est très embêté parce que ses enfants et ses frères passent leur temps à se batailler l'un contre l'autre. Là, il en a assez et il dit, eh bien, on va laisser à ce roi Cécrops et aux habitants de cette ville le soin de départager qui sera leur dieu. Et alors là, Cécrops réfléchit, il convoque les sages, il convoque les commerçants, il convoque les philosophes de sa cité, et tous ensemble vont voir les deux dieux et ils leur disent, nous honorerons le dieu qui fera à cette cité le don le plus utile.
Poséidon dit c'est très facile, je vais faire jaillir une source d'eau formidable, salée, immense, dans laquelle vous pourrez vous amuser. Il leur offre le divertissement, il leur offre les jeux nautiques auxquels les Grecs sont si sensibles. Et puis, comme Poséidon est aussi un peu le malin génie de la corruption, il frappe de son trident le sol et il fait jaillir un formidable étalon noir et il l'offre à Cécrops, le roi, en lui disant tiens pour toi, eh bien voilà une jument invincible au combat. Athéna, au moment de donner son présent, fait quelque chose qui déroute tout d'abord les habitants. Elle fait jaillir au même endroit, un petit peu à droite, on le voit encore quand on se promène sur l'acropole, un olivier. Un arbre dont le tronc est noueux, dont les feuilles ne partiront même pas en hiver, et elle leur dit « Moi je vous offre non pas le divertissement, je vous offre l'agriculture, pressez-en les fruits, et toujours vos enfants et les enfants de vos enfants vivront et pourront se nourrir. » Cécrops rentre dans son temple, il réfléchit, et il ressort, et il s'incline devant Athéna, car effectivement au divertissement et à la guerre, les Athéniens préfèrent l'agriculture et la paix, puisque l'olivier devient le symbole de paix vient de là. Il vient de là. Ouais. Alors, cet affrontement entre Athéna et Poséidon, les Grecs de l'Antiquité le situent sur l'Acropole, on vient de le dire, l'Acropole où nous nous rendons tout de suite. L'Acropole, c'est une colline sur laquelle se trouvent plusieurs monuments célèbres, parmi lesquels les Propylées et le Parthénon. Ces chefs-d'œuvre d'architecture ont tous été bâtis au moment de l'apogée de la cité d'Athènes, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, ces monuments sont en restauration. Il faut dire qu'ils ont énormément souffert tout au long de leur histoire. Voici la fabuleuse histoire de l'Acropole. C'est un reportage de Frédéric Widner. Les images sont signées Jean-Christophe Hénaud. C'est l'histoire d'un monument qui se voulait éternel. L'histoire d'un symbole, celui d'une cité brillante qui pendant 50 ans imposa sa loi à ses voisins et écrasa ses adversaires. Voici l'Acropole telle qu'il apparaissait pendant l'Antiquité, symbole de puissance, de perfection et de beauté. Une œuvre d'art née sous le signe de la tragédie et dont le destin traverse celui de l'Occident tout entier. Aujourd'hui, l'Acropole pense ses blessures. Il est tout entier couvert d'échafaudages. Un immense chantier dont Fanny est l'une des responsables. Chaque fois que je vois Parthénon, c'est comme la première fois. Ça, c'est étonnant. C'est la perfection de la construction de Parthénon, incroyable. On ne peut pas la répéter. Et même nos techniciens qui sont très bons, et ils travaillent à la manière antique, avec les mêmes outils, les mêmes instruments, et la même manière, mais non pas la perfection du travail des anciens. L'Acropole d'aujourd'hui est née sous le signe de la tragédie. Eh bien, Fanny va nous en donner à présent l'illustration. Cette partie du Parthénon, c'est le soubassement. Et aussi ces trois gradins, la crépice. Cette partie du Parthénon appartient à un temple précédent du Parthénon classique, ce qu'on appelle pré-Parthénon. Un temple qui a été totalement détruit par les Perses. Totalement incendié. Finalement, les Athéniens vaincront les Perses. Ici. Et voilà ce qu'ils feront des décombres de leur temple profané. Les tambours que l'on voit à la base... On les a mis exprès dans la muraille nord, qui est tournée vers le centre de la ville. Nous devons aller de là pour vous montrer l'agora ancien. Venez par ici. L'agora, le centre politique, commercial et financier de la cité. Désormais, reine de la mer Égée. Le prix de cette puissance nouvelle, les Athéniens l'inscrivent dans la pierre. Alors les citoyens de là voyaient les tambours et l'entablature et les blocs d'entablature des temples détruits, ainsi ne pouvaient pas oublier l'invasion persienne et leur victoire aussi. C'était une manière de se souvenir en permanence, ils avaient les yeux tournés vers cette façade-là. C'était une action de propagande, politique et idéologique. Montrer sa puissance nouvelle, le Parthénon sera le plus éclatant des monuments et les Propylées le plus raffiné. Nous sommes en 400 avant Jésus-Christ. Passé les colonnes des Propylées, à gauche apparaît une immense statue de la déesse Athéna.
On peut l'apercevoir, dit-on, à 50 km d'Athènes. Direction le Parthénon. Il faut longer la façade nord du bâtiment pour en rejoindre l'entrée. À l'intérieur vous attend un autre chef-d'œuvre, une autre statue de la déesse Athéna. Celle-ci est faite de bois, d'or et d'ivoire. Tout cela est construit en une trentaine d'années et aucun détail n'est négligé. 2500 ans plus tard, le monument fait toujours l'admiration de ceux qui s'occupent de sa restauration. Mathieu, sculpteur, le seul français de l'équipe à l'Acropole. Un joint parfait. Là, le joint apparaît un petit peu à cause de l'érosion, mais sinon, dans la construction, ça se voyait encore moins. L'agrafe en fer. Pour maintenir tout ça. Positionné sur des petites boules de plomb, afin que le plomb l'enrobe par dessous. De manière à ce que ça ne rouille pas. Exactement. Et puis ensuite, donc, recouvert de plomb. Et c'est ça qui peut expliquer que le monument ait vécu si longtemps. Et soit finalement, paradoxalement, avec tout ce qu'il a subi, dans un état étonnant aujourd'hui. Oui. Si le monument n'avait pas été... En fait, le monument, c'est pas tellement les séismes, le passage du temps qui l'ont détérioré, c'est l'homme. C'est l'homme. Et Mathieu va nous donner un exemple à l'intérieur des propylées. Pendant la restauration, vous allez le constater, la visite continue. Propylée, ça veut dire quoi? Le propylée, ça veut dire... pili, c'est une entrée, c'est une porte. Les touristes, c'est le quotidien du monument à l'époque actuelle. Comme à l'époque antique, il y avait du passage. Ce n'était pas des monuments qui étaient faits pour être déserts. On a toujours l'envie d'avoir un monument pour soi, de le voir le matin avec personne, mais ce n'est pas la vérité d'un monument. Un monument, c'est fait pour qu'il y ait une vie à l'intérieur. Et la vie de l'Acropole a été mouvementée depuis l'Antiquité. Une des conséquences de ces événements, la voici. Un terrible incident auquel nous devons une perte irréparable. Les colonnes, il faut les imaginer plus hautes, et tout ce toit de nuages, il faut l'imaginer en marbre. Les propylées dans l'Antiquité donnent l'impression d'avoir été un monument qui a été admiré peut-être d'une façon plus importante même que le Parthénon. Admiration justement en raison de la beauté de ces plafonds. Les voici, tels qu'ils apparaissaient aux hommes de l'Antiquité. Ils sont tombés en 1640, au temps des Ottomans. L'explosion d'une réserve de poudre. Un accident. Après avoir entendu toutes ces explications sur le site même de l'Acropole, revenons sur quelques points de repère qui doivent faire partie de votre culture générale. D'abord, comment étaient bâtis les temples grecs? Pour construire des temples plus grands, les Grecs ont eu l'idée d'introduire une rangée de colonnes à l'intérieur, puis tout autour des murs du temple. C'est ainsi qu'est née la colonnade, le péristyle, si caractéristique qui entoure les temples grecs. Péri, ça veut dire autour, et stylos en grec, ça veut dire colonne. Donc la première chose que vous devez retenir, c'est évidemment qu'un temple grec était toujours entouré d'une colonnade, ce qu'on appelle un péristyle. Et vous notez au passage que ce que vous tenez tous les jours dans les mains, c'est-à-dire votre stylo, eh bien c'est encore un héritage des Grecs de l'Antiquité, puisque stylos en grec, ça signifie colonne, et c'est ce mot qui a donné son nom à cet objet que vous utilisez tous les jours, c'est-à-dire le stylo. Alors à l'intérieur d'un temple se trouvaient trois parties. Le pronaos, par lequel on entre, et qui sert de vestibule et de porche, c'est l'entrée du temple. Le naos, c'est la partie centrale d'un temple, où se trouve la statue du dieu, de la divinité. Et à l'arrière du temple se trouvait la salle du trésor. Le temple est toujours construit sur une estrade de 3 marches. À quoi servait un temple dans l'Antiquité? À la différence des édifices religieux que vous connaissez aujourd'hui,
où les croyants peuvent entrer à l'intérieur du lieu sacré, rien de tel dans l'Antiquité. Et ça peut nous paraître totalement curieux, bien évidemment, nous qui avons l'habitude de rentrer dans les édifices religieux. Les Grecs construisaient des temples pour abriter les statues des nombreux dieux qu'ils vénéraient. Chaque temple représentait la maison de la divinité. L'intérieur du temple était considéré comme sacré et il était interdit pour un habitant d'entrer à l'intérieur du temple. L'accès au temple était uniquement réservé aux responsables du culte, c'est-à-dire aux prêtres. Mais le simple habitant ne pouvait pas entrer à l'intérieur d'un temple dans l'Antiquité. Voici deux autres éléments d'architecture à retenir sur les temples grecs. Les façades des bâtiments étaient surmontées d'une partie triangulaire sculptée qu'on appelle le fronton. Dans le cas du Parthénon, le fronton est montre la naissance d'Athéna sortant casquée du crâne de Zeus, son père, tandis que le fronton ouest montre Athéna et Poséidon se disputant le droit de protéger la cité. À partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, les artistes grecs utilisaient 3 styles artistiques différents pour construire leurs temples. Voyez ces 3 styles différents. Quels sont ces 3 styles et à quoi les reconnaissait-on? Eh bien, on les reconnaît surtout à la forme des colonnes et à la partie sculptée au-dessus d'une colonne qu'on appelle un chapiteau. Dans le premier style, l'ordre dorique, les colonnes sont sobres, trapues, on les reconnaît à des chapiteaux simples, carrés. Dans le deuxième style, appelé l'ordre ionique, les colonnes sont plus hautes, ont une allure plus élancée, et le chapiteau est orné de volutes, c'est-à-dire de spirales. Ce style apparaît surtout dans les cités grecques d'Asie. Enfin, un troisième style apparaît, il s'agit de l'ordre corinthien, c'est une variante de l'ordre ionique. Les chapiteaux des colonnes sont décorés sur les 4 côtés d'ornements végétaux de feuilles d'acanthe. Voici les vestiges de 3 temples construits à Athènes dans l'Antiquité. Vous pouvez marquer un arrêt dans la vidéo pour essayer de reconnaître quel est le style qui correspond à chacun de ces 3 temples, chacun ayant un style artistique différent. La beauté de ces constructions grecques a suscité une telle admiration pour l'élégance de ces bâtiments que dans les siècles qui ont suivi, partout dans le monde, on a cherché à imiter les constructions des Grecs. Les Romains, par exemple, ont construit beaucoup de monuments selon le même style, mais encore beaucoup plus tardivement, partout dans le monde, on a reproduit ce style architectural des Grecs. Pour vous donner un seul exemple, voici à Paris le palais de l'Assemblée nationale, le palais Bourbon, l'Assemblée des députés, construit au XVIIIe siècle, c'est-à-dire il y a environ 300 ans. Et vous voyez très vite combien les constructions grecques de l'Antiquité ont constitué un modèle pour les architectes plusieurs siècles après l'Antiquité. Désormais, chaque fois que vous visiterez une ville et que vous verrez un bâtiment qui ressemble à une construction des Grecs de l'Antiquité, vous pourrez vous amuser à reconnaître le style de construction. S'agit-il du style dorique, du style ionique ou du style corinthien? Pour le découvrir, vous observerez bien la forme des chapiteaux qui surmontent les colonnes de chaque bâtiment. Ainsi, vous pourrez épater vos amis et vos familles en expliquant quelques mots d'architecture simple. La partie triangulaire sculptée qui surmonte une façade s'appelle un fronton. La bande sculptée sur quelques centimètres d'épaisseur s'appelle une frise. Et puis vous retrouvez la colonne avec son fût et le sommet de la colonne qu'on appelle un chapiteau. Je conclus avec quelques détails magnifiques sur le Parthénon. C'est Périclès, vous savez, cet homme politique athénien qui a été élu plusieurs fois dans la démocratie athénienne comme stratège, qui a conseillé aux Athéniens de faire construire ce temple après la destruction du premier temple qui existait sur l'Acropole, destruction qui avait eu lieu pendant les guerres que les Athéniens avaient menées contre les Perses au début du 5e siècle avant Jésus-Christ. Avant d'être victorieux, les Athéniens ont été envahis par l'armée des Perses qui a détruit ce premier temple, dédié à Athéna. Pour le reconstruire après la victoire sur les Perses, on choisit le meilleur artiste. Il s'appelle Phidias. Vous savez, c'est celui qui avait également construit la statue de Zeus dans le temple d'Olympie. Phidias était à la fois architecte, peintre et sculpteur, le plus talentueux de son époque. Alors comme à Olympie, Phidias construit une statue de la déesse Athéna en bois
recouverte d'or et d'ivoire. Comme celle de Zeus, elle n'existe plus aujourd'hui. Elle a été détruite dans un incendie environ 10 siècles après, au 5e siècle après Jésus-Christ. La déesse était représentée en armes avec son casque et son bouclier. L'image que vous voyez ici est une copie romaine de la statue d'Athéna dans le Parthénon. Alors pourquoi je vous ai dit que c'était le plus beau des temples grecs? Eh bien parce qu'il est construit entièrement en marbre blanc, dans du marbre taillé dans les carrières de la cité des Athéniens. Pour vous montrer la différence avec un autre temple, vous vous souvenez, le temple de Zeus à Olympie, lui, il était construit en calcaire, en pierre calcaire. Tandis que là, vous voyez que le temple du Parthénon est entièrement construit en marbre blanc. Et je vais maintenant vous faire découvrir le joyau artistique de ce temple. Il s'agit de la sculpture que vous voyez en haut du mur, derrière la colonnade, derrière le péristyle. Et c'est là que se trouve une immense frise sculptée de 160 mètres de long. C'est ce qu'on appelle un bas-relief, car les sculptures sont réalisées sur quelques centimètres d'épaisseur. Et que représente-t-elle, cette sculpture, cette frise? Eh bien, elle représente la procession du peuple athénien qui apporte des offrandes lors des grandes fêtes en l'honneur de la déesse Athéna, qu'on appelle les grandes Panathénées, qui avaient lieu tous les 4 ans au mois de juillet. Il s'agit d'une grande fête religieuse et civique, à laquelle participaient tous les habitants d'Athènes. Toutes les catégories d'habitants sont représentées. On y voit 350 personnages en tout. On y voit des cavaliers qui s'élancent sur leurs montures, des citoyens d'Athènes, des musiciens, des métèques qui sont des étrangers libres habitant à Athènes. Ces derniers portent des offrandes à la divinité. D'autres conduisent les animaux vers l'autel pour les sacrifices, en l'honneur de la déesse. Notez qu'à l'époque, les sculptures étaient peintes avec des couleurs vives, bleues, rouges, puis dorées. Et si la frise est si importante aujourd'hui, c'est parce que les fragments sont des originaux grecs et non des copies faites par les Romains. Car peu de sculptures du 5e siècle avant Jésus-Christ, originales, sont encore conservées de nos jours. Alors là, attention, ouvrez grand vos yeux, je vous laisse quelques secondes pour admirer ces chefs-d'œuvre de l'art. Tous les spectateurs devant ces œuvres sont saisis par la finesse et la perfection du travail des sculpteurs. Observez l'élégance des plis dans les drapés des vêtements. On a l'impression que les personnages ne sont pas statiques, figés dans la pierre, mais au contraire qu'ils pourraient prendre vie devant nous et sortir de la pierre. Finesse, légèreté, mouvement naturel, c'est tout simplement éblouissant. Sachez que les Grecs d'aujourd'hui sont très mécontents. Pourquoi? Parce que la plupart des fragments de la frise des Panathénées ne se trouvent plus à Athènes aujourd'hui. En effet, au XIXe siècle, les grandes puissances d'Europe de l'Ouest, la France et surtout le Royaume-Uni, ont transporté des morceaux de la frise dans leur propre pays. Au XIXe siècle, un ambassadeur britannique a fait transporter une grande partie des fragments de la frise des Panathénées à Londres, et la plupart de ces fragments peuvent être admirés aujourd'hui au British Museum de Londres. Ce qui provoque la colère du peuple grec, et il y a quelques semaines encore, les Grecs ont officiellement demandé à l'État britannique de restituer les fragments de la frise des Panathénées à la Grèce, ce que les Anglais refusent pour l'instant. Ma leçon sur le Parthénon s'achève ici. J'espère que j'ai pu vous rendre sensible à la beauté de cette œuvre d'art et à cet héritage splendide que les Grecs nous ont laissé. Vous voyez combien les Grecs avaient le goût des belles choses. Moi-même, je n'ai encore jamais eu la chance de me rendre sur l'Acropole à Athènes pour aller admirer le Parthénon. Ce serait un de mes vœux les plus chers, mais évidemment, je vous invite vous-même à aller découvrir un jour, au cours de votre vie, ces vestiges du Parthénon, ainsi que le musée de l'Acropole qui a ouvert il y a quelques années. Voilà, on termine la séance par un petit jeu de mots croisés. Vous pouvez stopper la vidéo et essayer de retrouver les mots clés de la leçon. Je suis sûr que vous avez gravé dans votre mémoire de petit historien le nom du principal temple de l'Acropole d'Athènes,
Le temple dédié à Athéna s'appelle le, et la frise qui le décore s'appelle la frise des... Voilà, si vous avez retrouvé ces deux mots, je vous dis à bientôt.